Dexter Morgan a tué bien plus d'une centaine de personnes sur 2 décennies. Des lames de sang, ses trophées, cachés dans une unité de climatisation ayant échappé à de multiples perquisitions policières. Des appels téléphoniques répondus depuis des scènes de crime actives. Une fausse identité sans permis de conduire, sans adresse et sans empreinte numérique. Des tranquillisants obtenus via de fausses identités et des fournisseurs vétérinaires. La police de Miami ne l'a jamais attrapé, mais la police de Miami ne disposait pas des outils d'aujourd'hui. Bienvenue sur L'Écho des stars, une chaîne dédiée au mystère du petit et grand écran où nous plongeons aujourd'hui dans l'univers sombre de Dexter Morgan pour une question cruciale. Aurait-il pu échapper à l'ère numérique? Dans Dexter New Blood, la podcasteuse de True Crime Molly Park est arrivée à Iron Lake avec rien d'autre qu'un microphone et un fil Reddit, et elle a résolu le problème de l'alibi de Doakes plus rapidement que toute la brigade spéciale du boucher de Bay Harbor. Pas de badge, pas de mandat, juste des informations publiques, des indices d'auditeurs et un public qui ne dort jamais. Imaginez maintenant 50 000 Molly Park avec un document Google partagé et un subreddit actif 24 heures sur 24. C'est l'objet de cette vidéo. Nous allons examiner les situations où Dexter a failli être découvert, ses véritables schémas de comportement et poser une seule question. Combien de temps avant que la section des commentaires ne le démasque complètement? Les alias inventés par Dexter ont survécu parce que Quinn ne disposait pas d'un réseau pour le soutenir. En ligne, il n'aurait pas résisté à un examen minutieux et prolongé. Lorsque Dexter a commencé à traquer Arthur Mitchell, le tueur de la Trinité, dans la saison 4, il s'est présenté comme Kyle Butler, un nom sans aucun passé. Aucun dossier, aucune adresse, aucune existence numérique. Il l'a utilisé de manière constante pendant des semaines de contact, assistant aux offices de Mitchell, s'intégrant dans la famille et étant physiquement présent à de multiples événements de la famille Trinité. Après le meurtre de Rita, Quinn a engagé l'ancien policier déshonoré Stan Liddy pour enquêter sur Dexter. Liddy a découvert l'alias Kyle Butler, a photographié Dexter et Lumen Pierce sur le bateau de Dexter la nuit, semblant se débarrasser de quelque chose, et a remonté la piste du faux nom assez loin pour savoir que c'était une fabrication. Quinn a obtenu ces photos. Il a confronté Dexter une fois, puis toute l'enquête s'est effondrée, anéantie par sa relation avec Deborah et le fait qu'il n'avait personne pour faire avancer l'affaire. C'est ce qui a sauvé Dexter, un homme travaillant seul avec une raison personnelle de laisser tomber. Voici ce qui rend cela pire en ligne. La Trinité elle-même a passé des semaines à rechercher le vrai Kyle Butler après sa rencontre avec Dexter. Une recherche qui risquait de faire apparaître cet alias dans des déclarations de témoins, des conversations d'église et potentiellement des interrogatoires de police liés à l'une des affaires de tueurs en série les plus médiatisées de l'histoire américaine. Kyle Butler n'était pas enterré dans un seul dossier interne. Il était lié au comportement de la Trinité dans les semaines précédant sa disparition, ce qui signifie qu'il se retrouverait dans chaque document, chaque article de presse et chaque dossier judiciaire lié à l'affaire. Et puis, il y a le problème des journaux d'accès. Dexter accédait régulièrement à des preuves médico-légales restreintes et à des documents d'enquête dans des affaires très médiatisées tout au long de sa carrière. Dans un département moderne, gérant des pistes d'audit numérique et des examens d'accès internes, ce type d'accès répété et atypique devient une donnée. Chaque requête a un horodatage. Chaque fichier restreint est associé au nom de l'analyste qui en a fait la demande. L'affaire du tueur de la Trinité aurait eu l'une des plus grandes communautés en ligne de true crime de l'histoire américaine. Un tueur prolifique, opérant dans plusieurs États pendant des décennies, avec un cycle de 4 victimes documentées. Ce subreddit existerait dès que l'affaire deviendrait publique. Chaque document judiciaire, chaque déclaration de témoin, chaque article de presse serait passé au crible. Dès que Kyle Butler apparaîtrait dans les archives publiques comme quelqu'un qui connaissait Arthur Mitchell, quelqu'un vérifierait ce nom. Et quand cela ne produirait aucune trace vérifiable, cela ne tuerait pas la piste, cela deviendrait la piste principale. Le podcast The Murder Squad a résolu une affaire non élucidée des années 1980 en encourageant les auditeurs à soumettre leur ADN à la base de données GEDmatch.
Une soumission a permis de retrouver James Curtis Clinton, conduisant à sa condamnation pour le meurtre d'Hélène Przezinski, près de 40 ans plus tard. C'est ce qu'une communauté en ligne ciblée fait avec un seul point de données. Un faux nom lié à un personnage dans une affaire de tueur en série majeur, que la Trinité elle-même recherchait activement, n'est pas un point de données. C'est une porte ouverte. Puis les recoupements commenceraient. L'église de Mitchell avait des membres. Si une image publique de cette congrégation existait en ligne, une page d'archives de l'église, un reportage local, cela inviterait à la comparaison. Dexter Morgan, analyste en projection de sang pour le département, travaillant activement sur des affaires liées à la Trinité, apparaîtrait aux côtés d'Arthur Mitchell dans les semaines précédant la disparition de Mitchell. Combinez cela avec le journal d'accès, montrant des requêtes répétées et atypiques dans les bases de données médico-légales par ce même analyste, et l'image se clarifie très rapidement. L'alias a fonctionné parce que Quinn n'avait pas de réseau et une raison personnelle de laisser tomber l'affaire. Un faux nom que la Trinité recherchait activement, lié à des déclarations de témoins et à des dossiers judiciaires d'une affaire de tueur en série majeure, serait épluché jusqu'à ce qu'il ne reste rien. C'est un seul alias d'une seule saison. Mais il y a une faille de la première saison que personne dans la série n'a jamais explorée. Et en ligne, elle aurait été la première piste à être tirée. Le tueur au camion frigorifique ciblait la sœur de Dexter, vivait sous une fausse identité et partageait le traumatisme d'enfance de Dexter. Les enquêteurs en ligne auraient lié les 3 éléments en quelques jours. Dans la saison 1, le tueur au camion frigorifique a finalement été identifié comme Brian Moser, un homme qui vivait à Miami sous un alias, s'introduisant dans la vie de Deborah Morgan et mettant en scène ses victimes d'une manière qui portait une signature personnelle très spécifique. Brian n'était pas un tueur en série aléatoire de Miami. Il était le frère biologique de Dexter. Ils ont survécu au même massacre du conteneur maritime en tant qu'enfants. Ils ont tous deux été laissés dans le sang de leur mère assassinée pendant 2 jours avant que quiconque ne les trouve. Harry Morgan a adopté Dexter et a laissé Brian dans le système. Ce passé est le problème. Lorsque le tueur au camion frigorifique a été arrêté et identifié, l'enquête sur l'identité réelle de Brian Moser aurait mis toute cette histoire au grand jour. Son vrai nom, sa famille biologique, le massacre du conteneur maritime, les 2 enfants qui ont survécu. L'un de ces enfants est devenu un tueur en série. L'autre était maintenant un analyste en projection de sang, travaillant dans le même département qui a enquêté sur l'affaire. Dexter n'a jamais été formellement enquêté pour son lien personnel avec Brian. Le département a traité cela comme une coïncidence. Brian a été arrêté, identifié et est mort en détention. Et personne n'a pensé à regarder de près qui d'autre était sorti de ce conteneur maritime. Dans un environnement médiatique moderne, l'affaire du tueur au camion frigorifique aurait été une nouvelle nationale. Un tueur en série avec une signature artistique spécifique opérant au sein de l'infrastructure sociale de Miami, ciblant la sœur d'un policier. Cette affaire générerait une couverture médiatique massive dès qu'elle éclaterait. Et dès que les reporters commenceraient à creuser le passé de Brian Moser, le massacre du conteneur maritime ferait surface. Registre public, dossier de protection de l'enfance, dossier d'adoption. Qui a survécu à ce conteneur? 2 garçons. L'un d'eux est Brian Moser, le tueur au camion frigorifique. Où est l'autre? Cette question obtiendrait une réponse publique. L'autre survivant est Dexter Morgan, analyste en projection de sang pour la brigade criminelle de Miami, le département qui a enquêté sur le tueur au camion frigorifique. Le même département enquêtant maintenant sur le boucher de Bay Harbor, l'homme qui a traité les preuves dans les 2 affaires. Les communautés OSINT, Open Source Intelligence, sont méthodiques dans ce type de recherche de fond. Elles recherchent les actes de naissance, les dossiers d'adoption, la documentation sur la protection de l'enfance, tout ce qui est accessible au public. L'affaire Gabby Petito a vu les communautés en ligne géolocaliser, identifier des véhicules et recouper des relevés de voyage en quelques heures après le signalement de sa disparition. Appliquer cette même énergie à l'histoire d'enfance d'un tueur en série qui se connecte explicitement à un analyste actif des forces de l'ordre
produit une piste qui ne resterait pas silencieuse. Dexter survit à la saison 1 parce que personne n'a examiné l'histoire de son frère assez attentivement. En ligne, l'histoire de son frère est le point de départ de tout le monde. L'enquête sur le tueur au camion frigorifique aurait dû se terminer avec Dexter Morgan sous examen formel. En ligne, le lien entre le passé de Brian Moser et l'identité de Dexter serait mis en lumière par la recherche dans les archives publiques, avant même que l'affaire du TCF ne soit close. C'est la piste qui déclenche tout. 2 saisons, 2 angles différents qui auraient dû l'achever. La prochaine section est celle où le schéma cumulatif devient impossible à justifier, car les incidents individuels sont une chose, mais un schéma est tout autre. La police de Miami a enquêté sur chaque incident séparément. Les communautés en ligne construisent des dossiers cumulatifs qui ne s'arrêtent pas quand une piste se refroidit. Au cours des 8 saisons, Dexter a accumulé un nombre frappant de liens avec des personnes décédées ou disparues. Il était à la réception de mariage où Santos Jiménez a disparu. Il avait des contacts professionnels documentés avec plusieurs suspects qui ont ensuite disparu des affaires actives de la police de Miami. Il a été photographié près de l'église de Travis Marshall avant l'incendie. Il s'est lié d'amitié avec Arthur Mitchell sous un faux nom quelques semaines avant la disparition de Mitchell. Ajoutons maintenant les situations spécifiques où il a failli être découvert, qui rendent ce schéma impossible à ignorer. Dans la saison 3, le procureur adjoint Miguel Prado, l'une des figures publiques les plus éminentes de Miami, a surpris Dexter quittant une scène de crime, une arme du crime ensanglantée à la main. Dexter s'en est tiré en plaidant la légitime défense, et Miguel a choisi de le croire. C'est un procureur adjoint de haut rang, témoignant personnellement de la présence de Dexter sur une scène de meurtre, arme en main, et cela n'a rien donné parce que Miguel avait ses propres raisons de garder le silence. Puis Miguel lui-même a été retrouvé mort, officiellement attribué au dépeceur. La police de Miami a classé l'affaire sans jamais examiner ce que Prado savait de Dexter, pourquoi ils passaient du temps ensemble, ou pourquoi Dexter se trouvait chez Fribo cette nuit-là. Puis, dans la saison 5, Jordan Chase, une figure publique nationale avec une grande présence médiatique, un empire de séminaires et une base de followers documentés, a été lié au meurtre des filles du Barry, puis a simplement disparu. Dexter était la dernière personne vue avec Lumen Pierce, qui était elle-même liée à plusieurs suspects des filles du Barry. Il était présent sur des scènes de crimes liées. Il avait des contacts professionnels avec l'enquête. Jordan Chase avait des followers, une couverture médiatique et un profil public qui générerait un énorme intérêt en ligne dès que son nom serait lié à une affaire de meurtre en série. Cette communauté commencerait à poser des questions sur toutes les personnes gravitant autour de Chase. Et le nom de Dexter est dans cette orbite. Puis, dans la saison 6, Dexter a tué Travis Marshall à l'intérieur d'une église et a laissé une lame de sang sur la scène, la même signature trophée pour laquelle le boucher de Bay Harbor était connu. La Guerta l'a trouvé, l'a lié au schéma et a passé toute la saison 7 à construire un dossier qui impliquait directement Dexter. Elle faisait cela seule, à partir d'un seul classeur et sans soutien institutionnel. Quand elle est morte, tout ce qu'elle avait construit est resté dans une boîte jusqu'à ce que Batista tombe dessus des années plus tard. La mort d'une seule personne a effacé des années de travail documenté parce que rien n'avait été partagé. Il y a une raison pour laquelle nos mystères non résolus comptent plus d'1 million de membres et pourquoi le podcast Up and Vanish a directement conduit 2 suspects à se présenter quelques semaines après avoir couvert la disparition de Tara Grinstead. L'affaire était restée froide pendant plus d'1 décennie. Ce qui a changé, c'est une attention collective, soutenue, concentrée sur une seule question. Diriger cette même attention vers un analyste médico-légal de Miami dont le nom ne cesse de faire surface aux marges d'affaires qui se refroidissent. Un subreddit dédié aux bouchers de Bay Harbor commencerait à rechercher les archives publiques, les témoignages judiciaires, la couverture médiatique, les communiqués de presse du département. La situation de Miguel Prado à elle seule est une piste significative. Un procureur adjoint éminent finit par mourir. Avant sa mort,
Il était connu pour enquêter personnellement sur une affaire liée à une scène de crime où Dexter avait été présent. Si quelqu'un commençait à établir la chronologie de qui était présent chez Freebo cette nuit-là et à la recouper avec la mort subséquente de Prado, le nom de Dexter apparaîtrait sur la liste restreinte. Même si une fraction des notes d'enquête de Prado était assignée, divulguée ou remontée à la surface lors d'une procédure civile intentée par sa famille, la proximité de Dexter deviendrait impossible à ignorer. L'angle Jordan Chase ajoute un vecteur de pression séparé. Chase avait des milliers de followers et une trace médiatique publique. Dès que les communautés de True Crime commenceraient à cartographier toutes les personnes liées à l'affaire des filles du Barry, la présence superposée d'un analyste médico-légal de la police de Miami sur plusieurs scènes générerait exactement le genre de schéma qui obtiendrait sa propre piste dédiée. Et contrairement aux classeurs de la Guerta, rien de tout cela ne disparaît quand une personne meurt. La police de Miami n'a jamais dressé la carte parce que chaque point vivait dans une pièce séparée. La scène de Miguel Prado, la communauté de Jordan Chase, le schéma de meurtre post-Doakes. En ligne, ces points seraient agrégés dans un document public qu'aucune mort individuelle ne peut effacer. Aucun de ces moments individuellement n'achève Dexter. Ce qui l'achève, c'est ce qui se passe quand la bonne personne commence à poser des questions publiquement et que ces questions deviennent permanentes. Molly Park a failli exposer Dexter, travaillant seule. Donnez-lui un public engagé et les questions qu'elle posait déjà deviennent des archives publiques que Dexter ne peut pas toucher. Dans Dexter, New Blood, Molly Park animait Mary Kill, un podcast de true crime ayant un historique de mise au jour de détails d'affaires non élucidés grâce aux indices d'auditeurs. Quand elle est arrivée à Iron Lake, elle était déjà profondément plongée dans l'affaire du boucher de Bay Harbor. Son épisode sur le boucher de Bay Harbor a directement contesté la conclusion officielle selon laquelle Doakes était le tueur. Elle a cité un ancien contact des forces spéciales qui a soulevé une divergence d'alibi, affirmant que Doakes était hors du pays pendant certains des meurtres du boucher de Bay Harbor. Elle a remis en question la rapidité avec laquelle la police de Miami a clos l'affaire après la mort de Doakes dans l'explosion d'une cabane, avant son arrestation formelle. Elle a noté que le schéma de meurtre s'était poursuivi après la mort de Doakes, un fait que le récit officiel n'a jamais abordé. Elle connectait également activement l'affaire de la Trinité à la famille Morgan, recherchant le meurtre de Rita et traquant l'identité de l'associé de Mitchell, Kyle Butler. Ajoutons maintenant ce que son audience ferait remonter en plus de cela. Dans New Blood, les enquêteurs sur la scène où Matt Caldwell a été tué remettent en question certains aspects du schéma des projections de sang, avec des incohérences suggérant que la scène avait été mise en scène. Un analyste médico-légal vivant dans une petite ville, présent sur une scène avec des preuves de sang douteuses, dont le récit a été difficile à concilier pour les enquêteurs, cela serait publié et deviendrait un extrait. Et une fois que l'audience de Molly commencerait à relier Jim Lindsay à la famille Morgan grâce au vrai nom de Harrison et au meurtre documenté de Rita, l'alias s'effondrerait d'une direction complètement différente. Elle a été tuée par Kurt Caldwell avant qu'elle ne puisse terminer la piste. Mais son épisode était déjà sorti. Les questions étaient déjà dans les archives publiques. C'est la différence entre Molly Park et La Guerta. Quand La Guerta est morte, sa théorie est morte avec elle, parce qu'elle existait en un seul endroit. Quand l'épisode de Molly est diffusé, remettant en question la conclusion sur Doakes et nommant la divergence d'alibi, cet épisode est téléchargé, découpé et discuté dans des fils de discussion qui ne disparaissent pas. Des travailleurs de la marina qui se souviennent de quelqu'un à des heures étranges, d'anciens employés de la police de Miami qui avaient des doutes privés, des membres d'église qui se souviennent d'un homme nommé Kyle Butler. Ils ont maintenant un endroit où envoyer ce qu'ils savent. Mais voici où l'audience de Molly fait quelque chose que La Guerta n'a jamais eu les ressources de faire. Elle remet en question la mise en scène de Doakes au niveau de la logique des trophées.
Les communautés de true crime sont obsessionnelles sur cette question spécifique. Doakes a été retrouvé avec des lames de sang dans sa voiture, mais Doakes n'avait pas de bateau et le boucher de Bay Harbor se débarrassait des corps en mer à plusieurs reprises depuis un navire enregistré. Doakes n'avait aucun antécédent de collecte de trophées médico-légaux, aucune anomalie financière suggérant qu'il finançait l'opération, aucune histoire du genre de démembrement chirurgical précis pour lequel le boucher de Bay Harbor était connu. Il a été tué dans l'explosion d'une cabane avant qu'un procès ne puisse établir tout cela officiellement. En ligne, ces questions ne sont pas abandonnées, elles sont épinglées. Pourquoi un opérateur des forces spéciales entraîné garderait-il des trophées dans sa propre voiture où il pourrait être trouvé? Pourquoi aucune preuve antérieure de ce comportement dans toute sa carrière? Pourquoi le schéma de meurtre, ciblant spécifiquement les criminels, les démembrant, les jetant en mer avec précision, correspond-il bien plus aux compétences d'un analyste médico-légal qu'à celles d'un sergent d'homicide? Les vraies communautés de podcasts font exactement cela. Lorsque le journaliste Healy Thomas a couvert la disparition de Lynette Dawson en 1982 sur son podcast The Teacher's Pet, la pression publique qu'il a créée a conduit à la réouverture formelle de l'affaire. Chris Dawson a été reconnu coupable de meurtre en 2022, 40 ans après le crime. Un podcast, un journaliste, suffisamment d'attention soutenue des auditeurs pour forcer un résultat que les canaux officiels n'ont jamais produit. Angela Bishop a finalement identifié Dexter comme le boucher de Bay Harbor, en recoupant les marques d'injection sur les victimes locales avec les dossiers de l'affaire du boucher de Bay Harbor, après que Batista ait mentionné par hasard la théorie de l'Aguerta lors d'une conférence à laquelle elle assistait par hasard. Toute cette chaîne dépendait de coïncidences. L'audience de Molly Park n'a pas besoin de coïncidences. Ils sont déjà dans la même pièce 24 heures sur 24. Molly Park seule a failli faire tomber la couverture de Dexter avec un public engagé derrière elle. Les questions qu'elle posait déjà deviennent permanentes et consultables. La question des projections de sang d'Iron Lake, le vrai nom de Harrison, le problème logique des trophées de Doakes, ses auditeurs relient ces points avant même qu'elle ne le leur demande. Dexter a survécu à 8 saisons en exploitant 3 choses qui n'existent plus comme avant. Des enquêteurs cloisonnés où chaque incident vivait dans un dossier séparé. Les limites physiques des preuves où une bande ou un classeur pouvait être neutralisé. Et une suspicion sans public qui ne mène nulle part. Internet a dissous les trois. L'alias Kyle Butler est recoupé avec les archives publiques de l'affaire de la Trinité, les déclarations de témoins et un journal d'accès rempli de requêtes médico-légales atypiques par le même analyste. L'affaire du tueur au camion frigorifique est rapportée publiquement. Le passé de Brian Moser est recherché et la question de savoir qui d'autre a survécu à ce conteneur maritime est répondue en quelques jours. La scène de Miguel Prado, un procureur adjoint de haut rang témoignant personnellement de la présence de Dexter sur une scène de crime, devient sa propre piste dès qu'elle fait surface dans un document public, une procédure civile ou une note d'enquête divulguée. La communauté criminelle de Jordan Chase cartographie toutes les personnes dans cette orbite, et le nom de Dexter apparaît sur plusieurs scènes liées. La mise en scène de Doakes est mise en pièces par le scepticisme concernant la logique des trophées que l'audience de Molly Park est spécifiquement entraînée à appliquer. Et puis, il y a ceci. Dans la saison 7, Dexter Morgan a été formellement arrêté, fiché et traité, traversant son propre appartement menotté, tandis que l'Aguerta annonçait à la pièce qu'elle avait la preuve qu'il était le boucher de Bay Harbor. À l'ère moderne, ce rapport d'arrestation est une archive publique. Ce fichage existe dans une archive. Ce moment, un analyste médico-légal de la police de Miami, formellement accusé d'être le tueur en série le plus prolifique de la ville, puis libéré sur la base de preuves non concluantes, vit en ligne pour toujours. Ce n'est pas une théorie sur un subreddit, c'est un document. Et puis, il y a Harrison. Harrison Morgan porte publiquement le nom de sa mère. Le meurtre de Rita Morgan a été documenté
rapportée et liée de manière permanente à l'affaire du tueur de la Trinité, l'une des affaires de meurtre en série les plus médiatisées de l'histoire américaine. Dans New Blood, Harrison est un adolescent vivant dans une petite ville du nord de l'État de New York, sous un homme se faisant appeler Jim Lindsay. Dès que quelqu'un dans l'audience de Molly Park comparerait Harrison Morgan avec les registres publics, les actes de naissance, la mort documentée de Rita Morgan, la chronologie de l'affaire de la Trinité, la chronologie du boucher de Bay Harbor, un analyste médico-légal nommé Dexter Morgan, qui a disparu à peu près au même moment, la chaîne se refermerait. Harrison Morgan mène à Rita Morgan, qui mène à Miami, qui mène à Dexter Morgan, qui mène à Jim Lindsay. C'est un travail OSINT qu'un auditeur déterminé ferait en un après-midi. L'Aguerta était ce qui se rapprochait le plus de ce que l'émission nous a montré comme une attention sérieuse et soutenue. Et elle y est arrivée en travaillant complètement seule, avec un seul classeur et personne pour la couvrir. Donnez-lui la plateforme de Molly Park et la série se termine en saison 5. La police de Miami a manqué le schéma parce qu'elle regardait les arbres individuels. Les médias sociaux voient la forêt, la nomment, la cartographient et publient les coordonnées. La vraie question n'est pas de savoir si les médias sociaux attrapent Dexter Morgan, c'est de savoir s'il survit à l'affaire de la Trinité.